Bonjour, mon nom est Pierre Drapeau, je suis président, directeur général de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Il me fait plaisir de vous recevoir dans cette série de balados qui s'intitule Les Semaines de la défense canadienne. Cette série de balados s'adresse particulièrement aux entrepreneurs québécois. Les entrepreneurs québécois qui actuellement sont peut-être déjà en affaires avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit au niveau canadien ou à l'extérieur du pays, dans le secteur de la défense, mais aussi aux milliers d'autres entreprises qui se posent des questions actuellement, à savoir s'il y a des opportunités d'affaires potentielles dans les prochaines années pour elles dans cette filière économique d'importance dans laquelle il y a des dizaines, voire des centaines de milliards qui seront investis, tant au niveau des opérations de la défense que des infrastructures en tant que telles. Alors déjà, on entend quelques histoires à succès au Québec d'entreprises qui se positionnent très habilement et je les félicite personnellement. Évidemment, ça augure bien pour plein d'autres entreprises industrielles qui sont parmi nos fleurons, mais pas nécessairement aussi les grandes entreprises, mais aussi les plus petites qui peuvent faire partie d'une chaîne d'approvisionnement. Alors, c'est des questions de fond qui se posent et qu'on va se poser tout au long en essayant de donner des réponses, évidemment, avec les invités qu'on a mis à la programmation de cette série de balados. Pour plusieurs d'anciens militaires, mais aussi des gens qui font partie de la fonction publique, des gens qui font partie de l'écosystème, des observateurs aussi, qui en ont long à dire sur le secteur de la défense parce qu'ils s'y connaissent, ils y ont œuvré pendant plusieurs années. Alors, évidemment, je vous présente notre collaborateur pour cette série de balados, M. Yvan Blondin, ancien chef de l'aviation royale canadienne. C'est un Québécois, fort sympathique d'ailleurs, qui a mis à contribution une partie de son carnet d'adresses pour faire en sorte que cette série de balados soit un véritable succès. Et j'espère que vous serez en même de mesurer l'efficacité et la pertinence de ces balados au cours des prochaines semaines. Il y aura une première série de balados qui va être diffusée donc en avril, ensuite ça va être en juin, ensuite en septembre et un peu plus tard à l'automne, probablement vers la fin octobre. Merci beaucoup et bon visionnement à tout le monde. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série de capsules vidéo où on espère vous informer sur un peu la géopolitique mondiale, mais surtout la réponse du Canada avec ce qui se passe avec les États-Unis, avec les événements qui motive un nouveau gouvernement à nous proposer une nouvelle stratégie industrielle de défense qui vont offrir un paquet d'opportunités pour nos compagnies, pour nos industries, pour les petites et moyennes entreprises, mais qui est compliqué à comprendre et qui est compliqué à naviguer. Puis, on l'espère, à travers les capsules vidéo, vont vous fournir assez d'informations pour peut-être mieux comprendre, mieux se positionner dans cette nouvel ordre mondial et puis profiter à vos compagnies. Cette première capsule vidéo, ben, c'est moi. C'est moi qui va essayer de mettre la table sur le, la géopolitique mondiale, les événements qui nous ont amenés à où on est présentement pour essayer de mieux comprendre l'intention du gouvernement, les limites de ce que le gouvernement peut faire dans les conditions politiques actuelles, puis les opportunités pour vous, pour cette nouvelle industrie de défense là, où on veut injecter des centaines de milliards là, dans les prochaines 10 années. Euh, Mon rôle pour les prochaines 20 minutes, c'est un peu expliquer géopolitiquement. Je commence peut-être avec un peu un retour en arrière, là, parce que le, le monde géopolitique là, évolue depuis les derniers 60 ans pour nous amener au problème qu'on a présentement, où se situent les États-Unis là, dans toute cette histoire-là. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est certain que les Alliés s'est tous mis ensemble pour essayer d'avoir un nouvel ordre mondial. La Russie, qui était l'Union soviétique dans le temps, est devenue la puissance mondiale là, qui contrebalançait un peu ce que l'Ouest voulait accomplir là, au niveau mondial.
Puis pendant 20-30 ans, ça a été la guerre froide où l'OTAN, l'Organisation transatlantique Nord, l'Organisation des pays européens de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, ben, on s'est mis ensemble dans une alliance qui était militaire, qui était politique, qui était puissante et qui assurait la paix, puis qui a assuré la paix pendant tout ce temps-là. À la fin de cette guerre froide, où on pensait que l'Union soviétique était à terre et puis qu'il y avait maintenant là, des espoirs de paix, puisque l'OTAN n'était que la seule puissance mondiale maintenant pour assurer la paix dans le monde, ben, on s'est désarmé. On a baissé les budgets militaires. On s'est dit que maintenant, il fallait faire place à l'économie. On a eu une période où on parlait de mondialisation de s'assurer là, on pouvait mieux assurer le commerce, qu'on pouvait décentraliser tout ce qu'on se faisait. Puis ce mouvement-là venait principalement des États-Unis. Euh, Comme menace stratégique, ben, il y avait certainement une diminution du côté de la Russie, mais il y avait de l'autre côté, du côté de l'Asie, une montée en puissance de la Chine. Puis, on voyait encore, surtout du côté américain, un communisme chinois là, qui devenait dangereux. Puis, cette mondialisation, ben, c'était un peu tourné vers l'Asie. Si on était capable de démocratiser l'économie chinoise, si on était capable de les embarquer dans notre système, on pensait que la Chine deviendrait moins menaçante, qu'à terme, on allait amener la Chine vers une plus grande démocratie puis qu'on pourrait assurer la paix de cette façon-là. Puis c'est certain que du côté américain, du côté corporatif, ben, la mondialisation amenait plus de profit. On pouvait tirer profit d'une certaine main-d'œuvre en Asie là, qui était beaucoup moins chère. Puis si on déplaçait l'industrialisation américaine, les manufactures, puis la production vers l'Asie, ben, on y tirait tous notre profit. En fait, ce mouvement-là de mondialisation, a amené beaucoup de profit aux États-Unis, là. Les États-Unis se sont enrichis. Sauf que ceux aux États-Unis qui se sont enrichis, ben, c'est les grandes corporations, les grandes industries. Euh, le peuple américain en général, la population en général, la population moyenne, ne s'est pas vraiment enrichie. En fait, il y a eu un mouvement d'appauvrissement là, du côté américain. Puis on l'a vu, à part dans les grands centres américains, en dehors de ces grands centres-là, ben, un paquet de petites villes, petites régions qui ont perdu leur industrie, qui ont perdu des emplois au profit d'un déplacement vers l'Asie. Beaucoup d'entre eux là, se sont appauvris. Puis ce mouvement-là, ben, c'est un peu ce qu'on a vu dans les 10 ou 15 dernières années, surtout du côté républicain, là. Ce mouvement-là, c'est un mouvement de frustration. Quand les Américains disent Make America Great Again, ce n'est pas un slogan Trump. C'est un mouvement là, qui vient d'une base là, qui est là depuis une quinzaine d'années, là, qui a poussé les républicains. C'était une frustration, puis une peur de ce que la mondialisation a fait, de l'appauvrissement que ces Américains-là ont subi, puis un désir de retourner en arrière, là. Ramener chez nous ce que vous avez envoyé à l'extérieur, là. Donnez-nous des jobs encore, là. On veut être capable de travailler, on veut être capable d'assurer la survie de nos familles, la survie de nos villes, nos villages, nos régions. Ça a poussé beaucoup le mouvement républicain vers cette droite-là qui éventuellement nous a amené un président Trump. Ce mouvement-là est profond. Quand on parle d'une Amérique divisée là, d'un côté républicain et d'un côté démocrate, c'est un peu aussi beaucoup les régions contre les grandes villes. C'est un peu beaucoup ceux qui ont profité de la mondialisation contre ceux qui ont perdu dans cette mondialisation. Deux visions maintenant là, qui s'affrontent politiquement là, puis qui nous causent les problèmes qu'on a. Ce mouvement-là, là, il va durer encore des années. Ce n'est pas quelque chose là, qui est venu avec M. Trump et qui va disparaître avec M. Trump. Cette base-là est encore là, le mouvement est encore là. La Chine est en montée commercialement. La Chine va dépasser les États-Unis éventuellement. Les Américains ont répondu les dernières années, bien avant M. Trump, vers on a besoin de se désengager un peu de l'Europe.
de la défense de l'Europe envers la Russie parce qu'il faut se tourner vers une défense de cette Chine-là là, qui monte en Asie. Une poussée vers l'Europe pour leur dire il faut que vous vous défendiez contre la Russie, on ne peut pas faire tout. Nous autres, il faut qu'on s'occupe de l'Asie. La demande américaine de se réarmer envers l'Europe, de monter les budgets de l'OTAN, ne date pas de M. Trump. La demande vers le Canada de dire Canada, il faut que vous fassiez votre part. Il faut que vous mettiez plus envers la défense. Ça ne date pas de M. Trump, ça date de bien avant. M. Barack Obama est venu au Canada pour nous envoyer le message très clairement. M. Trump n'est qu'un peu l'apogée de ce mouvement-là. Puis peut-être, par sa manière là, qui n'est pas vraiment convaincante puis qui est vraiment agressive, là, c'est un avertissement pour tout le monde. Puis peut-être il y a un côté qui est bon pour nous là, de prendre un message puis de faire quelque chose avec ça. Ça déclenche des changements là, qui sont dus. Puis que M. Trump soit là ou pas, qu'il parte à la fin de son mandat ou pas, qu'il y en ait un autre, le problème va être encore là, puis il faut penser à le régler. Pour les États-Unis aujourd'hui, la Chine est une menace. La Russie est une menace pour l'Europe, mais ils voudraient bien laisser ça à l'Europe. On voit la Chine monter, puis on a peur aux États-Unis que la Chine va maintenant peut-être dépasser les États-Unis d'ici quelques années. Il y a un sentiment d'isolationnisme. On doit protéger la forteresse Amérique. On a besoin de revenir vers le centre, puis ce n'est pas juste M. Trump, c'est américain comme mouvement. On voit des blocs émerger, là. Le bloc chinois est très fort, le bloc russe a repris beaucoup de vigueur, le bloc Europe qui est un peu délaissé par l'Amérique, qui doit monter en puissance, se défendre contre la Russie, puis le bloc américain là, qui devient un bloc plus isolationniste, moins prêt à défendre tout le monde, puis plus porté à essayer de répondre à cette frustration-là, puis cette peur-là américaine pour se replier sur soi-même et dire j'ai besoin d'être fort chez nous. Puis être fort chez nous, c'est être fort en Amérique. Puis malheureusement, ben, le Canada, on fait partie de cette Amérique-là, puis ça nous amène les problèmes qu'on a aujourd'hui. Si on regarde un peu ce qui s'est passé du côté canadien dans les dernières années, ben, cette réponse-là américaine là, envers le Canada là, qui s'est matérialisée avec les menaces de M. Trump, mais qui existait aussi avant, là, la frustration envers le Canada de ne pas faire sa part. Cette frustration-là à percevoir le Canada là, comme prenant avantage de ce que les Américains investissaient en défense, puis profiter de ça, là, ben, c'est une perception qui a un fond de réalité, là. On n'a pas investi ce qu'on devrait avoir fait en défense. Même si on s'est engagé au niveau de l'OTAN depuis des années à rencontrer le 2%, ça n'a été que des mots parce qu'on ne l'a jamais fait en réalité. En fait, avec le dernier gouvernement, sous M. Trudeau, on savait très bien qu'il n'y avait aucune intention de se rendre à 2%. On pouvait essayer d'augmenter pour tranquilliser un peu les critiques, mais on n'avait aucune intention d'aller vers le 2%. M. Trump a provoqué des choses. Puis je pense que la réponse canadienne, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la stratégie industrielle de défense. Mais avant d'aller vers ça, il est important de comprendre que le bloc américain, pour les Américains, ben, ça comprend le Canada. Le Canada, c'est un peu le grenier pour les États-Unis. On fournit le grain, on fournit beaucoup de choses qui s'en vont vers les États-Unis. On fournit des ressources primaires, des ressources minérales, on fournit du pétrole, on fournit de l'énergie vers les États-Unis. Les États-Unis ont besoin de nous. On est un peu leur cours arrière. C'est là qu'on prend nos ressources primaires. Ça leur appartient. En fait, pour beaucoup d'Américains, ben, on est des amis, mais on est avec eux. Qu'on le veuille ou pas, on est avec eux. Jusqu'à un certain point, on a un peu le statut de protectorat. On s'est laissé aller du côté de la défense, donc les Américains assurent notre défense dans leur perception, certainement aussi dans nos perceptions canadiennes. Et on profite beaucoup de la proximité et des échanges commerciaux. Puis les Américains nous disent, c'est bien, là, mais
on ne veut pas vraiment que vous ayez des opinions politiques là-dedans. Puis M. Trump le pousse plus loin, puis il nous l'a dit très clairement. Puis ça ne reflète pas juste M. Trump, mais une portion du côté américain là, qui voudrait que cette Amérique-là soit plus grande. C'est que l'Amérique serait certainement plus grande si le Canada faisait partie des États-Unis. Si on avait un très grand pays là, où on combine l'industrialisation américaine avec les ressources canadiennes que dans les années à venir où la Chine va monter en puissance, pouvoir compter sur tout ça dans un grand pays, ce serait bien. Si on a une forteresse et puis qu'on a des sécheresses dans le sud de l'Amérique, compter sur cette eau-là qui est au nord, puis pouvoir la divertir facilement vers le sud, ben, ce serait bien. Il y a beaucoup d'avantages à avoir ce continent-là sous une seule bannière, sous un seul drapeau, puis beaucoup d'Américains le voient. Puis cette tendance-là ne ralentira pas, là. Avec les années, les États-Unis vont prendre encore un peu plus d'affaiblissement envers la Chine, puis ce besoin-là là, d'être plus puissant comme forteresse, puis d'avoir le contrôle sur ces ressources-là au Canada, là, ça risque d'augmenter. Jusqu'à maintenant, on a été capable de vivre dans cette proximité-là géographique avec les Américains en ayant notre propre indépendance, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on était quand même une puissance militaire, on était une puissance industrielle. Quand on a commencé à s'intégrer à l'économie américaine, quand on a commencé à se retirer du côté militaire, quand on a commencé à arrêter d'investir dans la défense, mais quand même compter sur une défense américaine, on s'est affaibli dans tout ça. On a développé cette frustration-là américaine qui nous amène à ce genre de discussion-là qu'on a aujourd'hui, qui amène certainement du côté canadien une crainte existentielle, qui nous a amené à amener M. Carney comme premier ministre, puis à avoir un mouvement, avoir un engagement envers qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Comment on renverse cette tendance-là? Comment on s'assure que le Canada reste indépendant puis reste autonome dans tout ça? L'approche du gouvernement canadien, je pense qu'elle est la bonne approche. C'est en premier, c'est de constater où on est puis de constater qu'on a des problèmes. Militairement, là, on est vraiment en arrière. Ça va prendre du temps avant qu'on soit capable de faire notre part. Mais l'engagement est là certainement là, d'augmenter les budgets puis d'y faire beaucoup plus notre part. Puis je pense que ça, c'est un peu essayer d'augmenter le respect que les Américains peuvent avoir envers nous, puis de s'assurer qu'ils ne nous perçoivent pas comme des profiteurs, mais qu'on est prêt à faire notre part, puis on va la faire, notre part. Puis c'est un excellent début là, en s'assurant qu'on établit un meilleur respect américain qui nous donne une certaine indépendance. On a un capital de sympathie américain qui est excellent pour une grande partie de la population. Il faut le maintenir. Puis je pense que l'engagement militaire est excellent. Je pense que la stratégie du gouvernement canadien de s'assurer qu'on développe une meilleure indépendance industrielle, commerciale, est aussi importante. On ne peut pas dépendre des États-Unis autant qu'on le fait. On est sujet à ce que M. Trump a essayé de faire, essayer de nous pousser à prendre des décisions en nous bloquant commercialement. Puis avec cette dépendance-là, ben, c'est dur de contrer ces choses-là. Donc, développer une indépendance est un excellent point. Puis je dirais que développer une interdépendance est aussi important. Si on dépend beaucoup des États-Unis, il serait important que les États-Unis aussi dépendent de nous, puis qu'on fasse notre part, puis croître notre industrie, croître notre développement de nos ressources, pouvoir faire profiter les États-Unis de notre industrie hydroélectrique, puis encourager leur dépendance envers ces ressources-là, leur dépendance envers nos ressources fossiles dans l'Ouest, leur dépendance envers nos minéraux critiques, être capable de développer un peu plus notre indépendance avec des marchés européens, des marchés asiatiques qui contrebalancent un peu la dépendance qui est peut-être trop haute envers les États-Unis. C'est un excellent moyen d'essayer d'avoir notre propre autonomie. On ne sera jamais vraiment complètement autonome, puis ce n'est pas nécessairement notre avantage de l'être complètement autonome. La proximité géographique avec les États-Unis va faire que, du point de vue industriel, commercial, ça va toujours être plus facile et plus profitable de faire affaire d'une façon nord-sud avec les Américains qu'avec l'Europe ou l'Asie.
en longtemps qu'on peut maintenir de bonnes relations politiques avec les deux pays. Militairement, ça va toujours être à notre avantage d'avoir une alliance militaire pour défendre l'Amérique du Nord, puis pouvoir profiter un peu de cette interopérabilité, puis le côté militaire super puissant là, dans le monde, puis d'en profiter, c'est à notre avantage en autant qu'on fait notre part, en autant qu'on est un partenaire fiable pour les États-Unis, puis ils peuvent compter sur nous. Donc, c'est un peu ce qui pousse le Canada vers cette stratégie industrielle de défense. On augmente l'industrie, on augmente ce qu'on est capable de faire au Canada, puis on va se servir du moteur industriel de la défense pour pousser cette montée industrielle-là qui va nous assurer une certaine indépendance et interdépendance avec les Américains. Puis en même temps, ben, cette puissance militaire canadienne-là qu'on serait capable d'augmenter, ben c'est s'assurer d'un respect américain, c'est s'assurer que les Américains nous perçoivent comme un partenaire fiable, puis qu'on fait vraiment notre part dans ce partenariat-là nord-américain qui va nous assurer avec le temps une autonomie au sein du partenariat, puis une autonomie au sein de la communauté mondiale. Tout ça amène aux investissements. 5 du produit industriel brut, écoutez, c'est beaucoup, là. C'est des centaines de milliards de dollars qui vont être investis dans les prochaines années, les prochains 10 ans au moins, là, dans les infrastructures canadiennes, les infrastructures critiques et la production de défense militaire. Le mouvement est lancé. La réponse, elle est grande. Beaucoup de petites et moyennes entreprises veulent maintenant pas juste essayer de profiter monétairement de tout ça, là, mais de s'impliquer dans ce mouvement-là canadien pour s'assurer une meilleure autonomie. C'est fort. On a de la misère peut-être un peu à naviguer là-dedans. Là. Si le gouvernement augmente du côté de la défense, dans quoi ils vont augmenter? Si on parle de développement technologique à deux utilités, côté commercial, côté militaire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on va vouloir développer? Si avec ma compagnie, je pense que je peux profiter de ça. Comment je fais? Où je trouve l'information? Qu'est-ce que le gouvernement veut avoir? Comment je me prépare à ça? Ben, c'est un peu ce qu'on veut essayer de faire avec nos vidéos capsules, avec la série là, qui va durer 4 semaines d'ici au mois de septembre. Puis on va amener des experts discuter avec nous, essayer de couvrir les points qui pourraient vous sembler intéressants. Puis on espère que tout ça va vous profiter. À la longue, on va certainement mettre avec ceux qu'on amène pour discuter des contacts qui peuvent, en dehors des vidéocapsules, peuvent vous servir, qui peuvent vous aider dans vos ambitions puis dans ce que vous voulez faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis, on espère, avec ce qu'on fait, que ça va être utile à ce que le gouvernement canadien essaye de faire, à cette mobilisation qu'on va avoir de la population, de l'industrie, de vos compagnies, à s'assurer qu'on positionne le Canada mieux dans les prochaines années. Merci. C'est maintenant le moment du conseil juridique du jour en matière d'immigration. Pour vous présenter ce conseil, nous avons invité M. Marc-André Séguin, notre partenaire en immigration, qui est associé et cofondateur chez la firme Exeo. Marc-André, bonjour. Bonjour Pierre. Marc-André, le gouvernement fédéral annonce des investissements massifs en défense. Pour un chef d'entreprise québécois qui fournit des services à ce secteur ou qui veut y entrer, qu'est-ce que ça change concrètement? Pierre, ce qui change réellement, c'est l'échelle des investissements du gouvernement dans le secteur et la durée de l'horizon. Donc, le Canada vient d'atteindre la cible autant de 2 % du PIB en dépenses de défense pour la première fois de son histoire. Et ce n'est qu'un début, parce que le premier ministre Carney a déjà annoncé qu'on vise vers une trajectoire vers 5 % d'ici 2035. Ce sont des chiffres qui se traduisent en contrats concrets, qu'on pense à la construction navale dans les maritimes, dans le secteur de Lévis ou encore sur la côte ouest. Et il y a toutes les entreprises qui
qui participent à la chaîne d'approvisionnement, mais aussi à la fabrication de munitions, à la modernisation des bases militaires, à la cybersécurité, l'aérospatiale, la surveillance de l'Arctique, une industrie de drones militaires qui se développe rapidement. Au Québec, on peut penser à Davy dans le secteur de Lévis, mais on pense aussi aux firmes d'ingénierie de Montréal, aux fournisseurs aérospatiaux, qui soient de la Rive-Sud ou dans le secteur de Mirabel, aux entreprises de construction qui vont décrocher des contrats de réfection de base. C'est une demande qui va s'étaler sur des années. Et le marché canadien, malheureusement, n'a tout simplement pas tous les travailleurs spécialisés pour répondre à cette demande. Et ça, c'est pas une opinion. C'est une pure question d'arithmétique. Le Canada, malheureusement, même si on déployait toute la force de formation de notre main-d'œuvre à l'échelle nationale et qu'on la destinait au secteur de la défense, ne produirait pas certains corps de métier ou certaines expertises, certains talents en quantité suffisante pour répondre à la demande qu'on voit actuellement et qu'on anticipe pour l'avenir. Donc, évidemment, une partie de la solution repose sur la main-d'œuvre étrangère, sur le recrutement à l'international. Et donc, les entreprises qui commencent à réfléchir à leur stratégie de recrutement international maintenant vont nécessairement avoir une longueur d'avance décisive sur les entreprises qui attendent. Et donc, la planification de cet horizon est cruciale pour les entreprises d'ici. Excellent. Merci beaucoup, Marc-André, de ce précieux conseil. Merci. Alors, bonjour, chers participants. Je suis très fier de vous présenter ce premier profil d'entreprise dans le cadre de les Semaines de défense canadienne. C'est une entreprise industrielle qui fait beaucoup jaser au Québec, qui a une envergure qui dépasse les frontières de la Mauricie, qui s'est classée 170e en 2025 sur les 300 plus grandes entreprises du Québec. Il s'agit de groupe ProB. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette première capsule de titre profil d'entreprise, M. Pierre-Olivier Desmarais, responsable du développement des affaires. Merci Pierre. Monsieur Desmarais, j'ai besoin, comme bien des industriels et des chefs d'entreprise québécois, de mieux connaître Groupe ProB. Qu'est-ce que c'est? Ça part d'où? Ça a été fondé quand? Est-ce que c'est une entreprise québécoise? Et pour bien se situer, parce que, comme vous le savez, le secteur de la défense est en ébullition pour certainement la prochaine décennie. Et c'est avec des entreprises comme la vôtre qu'on va pouvoir avoir des retombées au Québec. Donc, parlez-nous un peu de Groupe ProB. ProB, c'est une entreprise québécoise qui a été fondée en Mauricie en 1998. La propriétaire actuelle, c'est Mme Nathalie Lemelin et la PDG. C'est elle qui a géré l'ensemble de la croissance des dernières années. C'est une entreprise de construction industrielle et de fabrication. Depuis plusieurs années, on a géré plusieurs projets d'envergure, comme dans la filière batterie, dans le secteur minier, dans les ports des papiers. C'est tous des secteurs avec lesquels on est excessivement à l'aise, puis dans lesquels on a bien opéré. On est rendu à tout près de 900 employés. On a une capacité de prendre en charge des mandats complexes de l'atelier jusqu'au terrain. Donc, on prend le client par la main, puis on s'assure de respecter ses budgets et ses temps, puis que tout soit livré selon ses standards. Ce qui fait notre force, c'est notre monde. Notre équipe possède une expérience terrain, puis une bonne rigueur, une capacité de s'adapter, puis une capacité de s'adapter aux changements aussi. On ne peut pas seulement construire et fabriquer, on s'engage à livrer puis à créer de la valeur pour notre client. Excellent, excellent. C'est fameux comme présentation. Merci beaucoup. Et dans une autre capsule, on va aller un peu plus loin en nous parlant de vos capacités. Merci. Merci Pierre. Bonjour.
Aujourd'hui, nous recevons le major général à la retraite, Simon Bernard. Simon est un leader chevronné qui a consacré plus de 37 ans à la profession des armes au sein des Forces armées canadiennes. Officier d'infanterie de carrière, il a occupé des postes de commandement à tous les niveaux et dirigé des organisations clés, contribuant à la planification, la conduite et la transformation de structures complexes. Diplômé de programme avancé en études militaires au Canada, en France et aux États-Unis, il est reconnu pour son expertise stratégique, son leadership mobilisateur, sa capacité à allier rigueur et innovation. Aujourd'hui, à la tête de son propre groupe conseil en défense et sécurité, Expertise Défense, Simon met cette riche expérience au service d'organisations publiques et privées qui veulent percer le marché de la défense ou effectuer un virage stratégique. C'est gros, là, ce qui se passe. On regarde, Simon, on a été dans les forces ensemble dans les années où on avait 1% de GDP, 1,1, 1,2% de GDP, avec tellement d'opérations, avec le matériel qui était à notre disposition. Puis là, on voit maintenant là, des changements là, qui sont majeurs, là, où on parle de monter à 2% cette année. On veut viser là, aller jusqu'à 5%. Et évidemment, là, le 5%, c'est seulement 3,5% qui est pure défense, mais même à 3,5% pure défense d'ici 10 ans, on parle d'investissements massifs, des investissements qui sont récurrents, là, des budgets là, qui vont monter dans les 60, 80, 100 milliards par année. Puis on va voir ça dans les prochaines années. Puis ça, c'est à chaque année. Tout cet argent-là, là, le gouvernement nous a parlé dans sa stratégie industrielle de défense qu'on veut maintenant le dépenser le plus possible au Canada. On sait tous que c'est impossible de le faire au complet. Il va toujours avoir une grande partie de cet argent-là qui va être dépensé encore aux États-Unis, mais on veut baisser la proportion, on veut le baisser le plus qu'on peut, on veut augmenter le plus possible ce qu'on fait au Canada, puis le reste, ben, on va essayer de développer des partenariats avec des alliés en Europe, en Asie, aux Indes, et puis essayer de développer l'industrie canadienne, avoir quelque chose là, qui peut maintenant là, rechercher, développer, bâtir, soutenir, maintenir notre programme de défense. C'est gros. Moi, je suis intéressé, Simon, à ce que tu nous parles de comment on interprète l'orientation du gouvernement, puis ce changement de cap, puis qu'est-ce que ça représente pour nos entreprises là, maintenant là, qui voient la même chose que nous, puis qui se disent, c'est gros, je fais déjà beaucoup de choses côté commercial. Est-ce que ça peut s'appliquer du côté militaire? Puis je suis intéressé, mais je ne sais pas comment embarquer là-dedans. Bon, merci Yvan, merci pour l'opportunité. Puis je pense que oui, en effet, c'est un moment historique auquel on fait face aujourd'hui. C'est du jamais vu. Moi, dans mes 37 années de service qui sont terminées en 2025, j'ai jamais vu ça. On m'a toujours demandé de faire plus avec moins, shave the ice cube, essayer de faire rentrer ça dans des budgets, couper ici, couper là, ainsi de suite. Le seul temps qu'on n'a pas vraiment coupé, qu'on est allé, c'est quand on a la campagne en Afghanistan. Je pense que ça a été une opération qui nous a permis d'avoir un cycle accéléré du côté d'acquisition pour des besoins opérationnels pressants. Mais aujourd'hui, là, on parle de quelque chose qui, pendant longtemps, là, ça semblait lointain pour la plupart des entreprises canadiennes. Là, on parle de défense. Puis c'est là où pendant des années, le domaine paraissait réservé aux grands contrats opaques, aux géants étrangers, puis aux appels d'offres interminables. Des projets d'acquisition qui prenaient 10 à 15 ans, et ainsi de suite. C'était la façon de faire. Mais le Canada a changé de cap. Avec sa première stratégie industrielle de défense qui est sortie en février 2026, donc cette année, il y a quelques semaines, le pays ouvre officiellement une nouvelle ère. Puis on a parlé là, 180 milliards de dollars en acquisition de défense d'ici 2035, 290 milliards en infrastructure, puis une priorité très claire, construire ici avec nos talents, nos usines et nos technologies. Donc, il faut vraiment regarder les choses en face, là. C'est un pays qui renonce à sa base industrielle de défense, il renonce en réalité là, à décider lui-même de la guerre et de la paix. C'est brutal, mais c'est vrai. Si tes munitions, tes capteurs, tes systèmes spatiaux, tes drones viennent d'ailleurs, c'est plus tes décisions qui comptent. C'est vraiment la décision de ceux qui ont fourni les équipements, donc de l'étranger en tant que tel. Je pense qu'on a tiré une leçon très importante des dernières années. Si on regarde la pandémie de la COVID-19, la guerre en Ukraine, les tensions en Indo-Pacifique, puis la militarisation de l'Arctique, toutes ces crises-là ont révélé la même vulnérabilité. C'est la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement qui sont fragiles,
des dépendances technologiques, des décisions prises à l'étranger qui ont un impact direct sur notre sécurité et sur notre économie. La réponse d'Ottawa à tout ça est claire. On veut reconstruire une base industrielle technologique de défense souveraine, ici même au pays. Ce n'est pas par réflexe nationaliste, c'est vraiment par nécessité stratégique. Puis, ce qui est en jeu ici, c'est la crédibilité du Canada, sa capacité à peser dans l'OTAN, une alliance qu'on était dans les membres fondateurs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le G7. Puis ça ne repose pas seulement sur des discours, mais sur la capacité à produire, innover et durer. Fait que je pense que pour vous, chef d'entreprise qui écoutez ça aujourd'hui, ça signifie une chose, c'est que le pays rentre dans une phase de réarmement industriel. On ne parle pas d'un programme ponctuel, mais d'un chantier de 10 ans, structuré, financé, puis avec une stratégie industrielle explicite. Fait que pendant longtemps, là, la façon de faire avant, là, pendant longtemps, c'était la relation entre l'État et l'industrie de la défense ressemblait à une transaction. On parlait d'un client, on parlait d'un fournisseur, puis on parlait des appels d'offres. La logique de l'ancienne époque était qu'on achète à l'étranger et on négocie des retombées industrielles pour compenser. Bien, cette époque-là est en train de se terminer. Avec la nouvelle stratégie industrielle de défense, le gouvernement assume un changement de paradigme. On parle d'un cadre construire, collaborer, acheter, donc build, partner, buy. On parle d'une nouvelle agence d'investissement de la défense, l'AID ou le DIA en anglais, qui va pouvoir décider plus vite, qui va pouvoir accélérer le processus d'acquisition. Puis on parle d'une priorité affichée et assumée d'acheter canadien autant que possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chefs d'entreprise? C'est des nouvelles possibilités. Dans le nouvel écosystème, je crois que vous allez pouvoir participer plus en amont aux exercices, aux simulations, aux discussions sur les besoins des Forces armées canadiennes. Parce que parfois, il y a des startups, des PME qui ont des solutions, qui ont un potentiel défense. Et puis, la personne à Ottawa qui rédige des besoins n'est même pas au courant que cette technologie-là est à point et elle aura un potentiel militaire. Fait qu'on est un peu pris avec le syndrome de la poule et l'œuf. Il y a des choses qui se passent dans l'industrie du côté technologique super intéressantes. Les forces ne sont pas au courant. On écrit des besoins par rapport à ce qu'on a besoin aujourd'hui. Puis malgré la technologie va tellement vite que les besoins pourraient changer, évoluer rapidement. Je pense qu'on va changer ce paradigme-là avec la nouvelle stratégie d'investissement de défense. Présentement, les industries, vous n'êtes pas seulement invités à répondre à un cahier de charges figé dans le temps, vous êtes invités à contribuer à la rédaction, à y injecter votre vision, votre technologie et vos idées de solutions. Fait que les entreprises canadiennes passent du statut de soumissionnaire à celui de partenaire. Il y a probablement beaucoup de dirigeants de PME là, qui pensent que la défense, c'est pas pour eux. Là. Puis au Canada, puis surtout au Québec, là, on était habitués un peu à ça, là, où la défense, c'est bien beau, là, mais à la fin, là, ils vont tout le temps à l'extérieur, ils cherchent des produits finis. Puis moi, mon business, c'est pas ça. Là. Je développe des choses, c'est fait pour le côté commercial. Et il faudrait que je les adapte là, pour le militaire. Puis je suis pas sûr que le militaire est prêt à attendre pour ça. Là. Concrètement, là, tu sais, je comprends qu'on a une intention du gouvernement, là, puis on parle de ces industries-là, là, mais pour ceux qui nous écoutent, là, où est-ce qu'on commence là, dans ce questionnement-là? Oui, je pense que la question est légitime parce que le système passé, ou le système il n'y a pas si lointain, là, on parle d'appels d'offres gigantesques, d'exigences de conformité très élevées, d'une matrice de risque, puis des obligations de sécurité énormes. Donc, pour une entreprise qui veut percer le marché de la défense, disons qu'on a créé beaucoup de barrières. On n'a rien fait pour faciliter l'intégration des petites et moyennes entreprises dans cet écosystème-là. Le système, en fait, était hostile aux petites structures. Mais ce qui est ressorti de la stratégie industrielle de défense, c'est qu'on veut innover sur ce plan-là, puis c'est affiché noir et blanc dans la stratégie. On parle de 180 milliards de contrats de défense d'ici 2035. On parle de 70% des acquisitions de défense visées pour des entreprises canadiennes. C'est énorme. En fait, présentement, on est 70% du côté américain. On veut flipper le ratio puis être 70% canadien. Ça va prendre du temps. Il va falloir faire une montée en puissance. On parle de 50% d'augmentation des exportations au niveau de la défense. Donc, nous, on a produit beaucoup de belles capacités. Puis en fait, il y a même des PME qui ont présentement des contrats d'export puis qui ne vendent même pas à nos forces armées canadiennes parce que ça a l'air trop compliqué de vendre au pays. C'est plus facile
difficile de vendre à l'étranger. Donc, c'est assez particulier. Puis, on parle de créer 125 000 emplois de haute qualité créés ou soutenus. La PME, comment rentrer dans ce jeu-là? Puis c'est là où je pense que ça devient très intéressant. Il y a plusieurs outils d'accompagnement qui ont été créés. Entre autres, il y a un guichet unique pour s'orienter dans les programmes et les appels d'offres qui a été créé. Il y a des guides conseils pour naviguer la complexité réglementaire. Puis réglementaire, il faut faire attention. Je pense que c'est là où on peut aller vite, mais il va falloir aller vite en maintenant toutes les exigences de conformité, que ce soit marchandises contrôlées, sécurité cyber, et ainsi de suite. Ça, c'est comme un incontournable. Donc, est-ce qu'on va pouvoir aller vite de ce côté-là? Je pense que le gouvernement fédéral veut monter en puissance, offrir les services, l'accompagnement pour aller plus vite. Mais dans ma tête, moi, ça va être quelque chose qu'on doit protéger à tout prix. En fait, on ne peut pas assumer du risque du côté de la sécurité. Dans ma tête, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger en tant que tel dans le système. Et puis, bien sûr, il y a des services spécialisés pour les technologies de défense qui sont à double usage. Puis double usage, on parle de technologies qui ont été développées dans le militaire qui ont un potentiel civil ou développées dans le civil qui ont un potentiel militaire. Fait que ça, c'est quand même une opportunité intéressante. Il y a aussi beaucoup de journées de l'industrie qui sont organisées régulièrement avec le ministère de la Défense nationale, les Forces armées canadiennes, l'Agence d'investissement de la défense, puis Innovation, Sciences et Développement économique. Donc, il y a énormément d'événements. On le voit présentement, là, il y a beaucoup de gens qui pensent défense. On veut briser, démystifier la défense. Puis, on invite les gens à participer à ces événements-là pour mieux nous comprendre, je dirais, mieux comprendre la défense, parce qu'on a été vraiment une boîte noire un peu par rapport à l'industrie. Je pense qu'il faut briser ces silos-là pour pouvoir progresser rapidement. Mais il y a des programmes, entre autres, comme le programme Borealis, qui accélère la transition entre la recherche, le prototypage, l'adoption par les forces. Puis, on cible des technologies duales, donc intelligence artificielle, quantique, système autonome, cybersécurité spatiale. C'est tous des domaines où on va aller rapidement parce que le gouvernement veut développer ces capacités-là et avoir une souveraineté par rapport à nos technologies. Ce qui était autrefois une forteresse réglementaire devient progressivement une rampe de lancement pour les startups, les PME innovantes puis les entreprises régionales. Donc, si votre entreprise présentement développe des logiciels de simulation, des capteurs, des algorithmes d'intelligence artificielle, des drones, des solutions cyber, des technologies quantiques, vous êtes déjà dans le champ des capacités souveraines qui sont priorisées par Ottawa. Donc, la question pour les PME, c'est pas est-ce que j'ai ma place, mais bien comment vais-je m'aligner dès maintenant envers ces nouvelles opportunités-là. Et donc, je pense que c'est majeur. Et puis, l'intention, les ambitions sont très élevées dans la stratégie industrielle de défense. Je pense qu'il y a un rôle d'accompagnement de nos PME qui vont vouloir faire un virage défense ou intégrer les chaînes d'approvisionnement. Je crois qu'il y a beaucoup de potentiel pour des PME d'intégrer ceux qui sont déjà dans le système, nos primes, là, nos leaders nationaux. Et puis, c'est probablement plus facile dans le court terme d'intégrer quelque chose qui est déjà très bien intégré dans l'écosystème de la défense, plutôt que de faire cavalier seul. Donc, je pense qu'on va falloir mettre de côté un peu l'aspect compétitif, puis aller d'un point de vue collaboratif pour créer l'écosystème pour développer rapidement. Puis, le plan de réindustrialisation, c'est vraiment un plan de mobilisation de la société. On parle même d'investissement au niveau de la recherche dans les universités, au niveau académique. C'est un plan de mobilisation. Donc, on va avoir besoin de tout le monde dans l'écosystème. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, étant donné les investissements majeurs qui vont être faits au courant des 10 prochaines années, puis les années subséquentes. C'est intéressant. Simon, j'aimerais revenir avec toi un peu, te parler de recherche et développement. Tu as parlé du programme TISH de Borealis. Recherche et développement, c'est pas des choses qu'on a fait beaucoup au Canada là, pour le côté militaire. En tout cas, je sais que moi, du côté de l'aviation, il n'y a vraiment pas de recherche et développement qui se fait au Canada de ce côté-là, dans le sens qu'on peut voir aux États-Unis avec DARPA ou des pays où la stratégie industrielle de défense est beaucoup plus avancée et intégrée, là, comme l'Angleterre, comme la France. Le Canada, là, en tout cas, au niveau de l'aviation, c'est toujours d'acheter quand tu as besoin d'une nouvelle flotte, ben, tu attends que ta flotte soit presque finie, puis là, tu commences à regarder qu'est-ce qu'il y a disponible. Puis, invariablement, ben, ce que les Américains avaient développé, c'était à peu près ce qu'il y avait le mieux dans le monde, puis c'était ce qu'on voulait comme prochaine flotte, puis c'était facile. On achète du tout fait, tout préparé, là, puis on va là-dessus. Là, maintenant, le changement de cap que le gouvernement là, veut accomplir, là, ça va demander là, du développement au Canada. C'est ce qu'on veut faire. Là.
Mais ça implique une recherche, ça veut dire une implication du militaire là, beaucoup plus tôt, là, parce que si je prends l'exemple de ce qu'on a fait quand l'aviation royale canadienne avait besoin d'un avion pour remplacer ses avions de patrouille maritime, ben tout de suite, ce qu'il y avait disponible, c'était les P-8. Puis quand Bombardier a voulu s'impliquer là-dedans puis dire moi, c'est une plateforme là, on l'a modifié un peu, puis j'ai un projet, puis tout, puis ça pourrait faire l'affaire pour le Canada. Puis la réaction du militaire a été, ben oui, mais nous autres, les projets de développement, là, il y a trop de risques là-dedans. C'est incertain pour le coût, c'est incertain pour le temps. On ne veut pas toucher à ça. Nous autres, on va avoir quelque chose qui est déjà développé. Puis tout. La culture, elle est là depuis longtemps. Là, Oui. maintenant, avec un gouvernement qui veut bâtir cette structure-là, là, est-ce que le militaire va suivre? Est-ce que le militaire, on est capable de changer cette culture-là? Puis comment on va faire ça là, pour amener le militaire et l'industrie à développer des choses qui, au début, là, ben, peut-être ce ne sera pas le meilleur au monde, mais ça va être canadien, puis que ça devienne canadien, puis qu'éventuellement, avec nos succès technologiques, ben, qu'on est capable d'en faire des tops là, à travers le monde. Oui. Non, 100%. Puis je pense que dans la stratégie industrielle de défense, ce volet-là de recherche et développement, d'être capable d'accompagner les PME. Par exemple, je vais utiliser un exemple tangible, là, le programme Borealis présentement. Donc, on va vouloir créer des carrefours sécurisés d'innovation de la défense. Donc, on va vouloir créer des endroits de niveau 2, donc niveau secret, pour faire de la recherche, développement, prototypage en salle, faire des sandbox pour tester, par exemple, des drones, et puis faire progresser les technologies de façon relativement accélérée. Je pense qu'on l'a fait par le passé. Là. Si on peut juste réfléchir, là, sans entrer dans la complexité politique de ce dossier-là, mais l'Avro Arrow, on sait très bien, là, vous le connaissez plus que moi, ça c'était un chasseur, un bombardier qui était des décennies en avant de la technologie, puis pour toutes sortes de raisons politiques, on n'entrera pas là-dedans. Là. Je recommande à tout le monde qui n'a pas vu la série Avro Arrow d'aller l'écouter. C'est un bel exemple de comment quelque chose qui est un trésor national a pu être avorté pour toutes sortes de raisons politiques, puis des raisons de coût aussi. Mais je pense que l'argent est là pour l'investissement au niveau du développement. C'est certain qu'il va falloir accompagner les startups, les PME qui vont développer des produits. Il y a toujours le niveau de TRL qui devient rapidement d'une importance capitale, là, à quel point qu'on accompagne. C'est un partage des risques du côté du privé, du public, même des OBNL qui sont dans l'écosystème. C'est pas facile ce qu'on veut faire, mais on se donne quand même le temps et les outils pour aller là. Puis on parle de plus en plus de capacité souveraine. Puis moi, ça me réjouit finalement qu'on parle. On voit le monde comme il est, pas comme on aimerait qu'il soit. On parle d'autonomie stratégique, on parle de souveraineté puis d'indépendance. Puis je pense que ça, c'est le réveil brutal qu'on a eu, puis on sait pourquoi, là. Mais pour trop longtemps, on a pris notre sécurité et notre défense comme pour acquise. Puis là, on a eu un réveil, puis le réveil fait mal, ça choque tout le monde. Mais je pense que là, on a une réalisation que il va falloir qu'on investisse en défense. Pendant combien d'années qu'on a dit qu'on allait rencontrer 2%, puis au bout de la ligne, on ne le rencontrait pas? On vient de le rencontrer cette année. Puis l'engagement, le gouvernement a l'air sérieux d'atteindre le 5% pour 2035. Fait que la montée en puissance du côté R&D, elle est inévitable si on veut développer nos technologies, garder les propriétés intellectuelles ici au pays, et puis bâtir cet écosystème-là qui va être innovant, performant. Mais moi, ce qui me garde le plus motivé dans ce qu'on fait avec Expertise Défense, c'est vraiment, c'est une opportunité de servir sans l'uniforme. On a quitté les forces, mais les forces ne quittent pas l'individu en tant que tel. C'est une opportunité de servir et d'accompagner les PME, autant au niveau de l'innovation, pour s'assurer que nos marins, nos soldats, nos aviateurs puis nos opérateurs des forces spéciales aient le meilleur équipement pour faire le travail sur le champ de bataille moderne. Puis on le voit avec ce qui se passe en Ukraine, qu'on a déjà beaucoup de retard par rapport au niveau des technologies qui sont en jeu. Et il y a beaucoup de programmes présentement. Puis je pense qu'il y a un devoir d'anticipation, de voir les besoins venir, de bien se positionner. Puis ce que je dirais comme conseil présentement aux chefs d'entreprise qui sont là, c'est il y a vraiment 3 pistes d'action simples qu'eux peuvent prendre aujourd'hui. Nonobstant de développer leur technologie, faire de la recherche et développement, d'investir de ce côté-là, puis de voir le potentiel défense, d'analyser vraiment s'il y a un potentiel défense, mais cartographier vos atouts défense. Donc, regardez ce que vous faites déjà, regardez ce qui pourrait être dual en tant que tel, que ce soit des logiciels, des capteurs d'intelligence artificielle, cybersécurité, des matériaux, de la robotique, du quantique.
Regardez comment ces capacités-là s'alignent sur les priorités souveraines qui ont été identifiées dans la stratégie industrielle de défense. Puis je sais que ça va être un podcast futur qui va être livré. Mais regardez les priorités souveraines qui ont été mises de l'avant par le gouvernement. Donc, de munitions, systèmes autonomes, cyber, espace quantique et le soutien en service. Il y a des contrats énormes juste pour le maintien en condition opérationnelle de tout notre équipement, toute notre flotte. Il y a énormément d'opportunités pour maintenir tout cet équipement-là en service. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'entrer dans les nouveaux canaux en tant que tel. Inscrivez-vous aux journées de l'industrie, venez apprendre, démystifier la défense, démystifier le militaire, identifier le guichet unique qui a été créé. Repérer les programmes comme Borealis, qui va vous permettre d'avoir un accompagnement du côté financier, ressources et zones sécurisées niveau 2 pour faire votre développement, puis garantir que vous allez conserver votre propriété intellectuelle sur la technologie que vous développez dans ces hubs d'innovation sécurisée. Puis ensuite, regardez de votre côté comment obtenir rapidement vos accréditations de sécurité. Donc, marchandises contrôlées. Ça, c'est tout un domaine, puis les codes de sécurité, c'est tout un domaine que le gouvernement veut accélérer puis standardiser. Puis ils vont investir de l'argent et des ressources pour accélérer, parce que présentement, ça prend énormément de temps. Et je vous dirais aussi, dans votre culture d'entreprise, peut-être changer votre façon de penser, puis penser à établir des partenariats. Donc, regardez les grands maîtres d'œuvre puis les intégrateurs canadiens avec une proposition claire, une capacité qui est différenciée, qui est exportable, qui est alignée sur la stratégie industrielle de défense, dont les capacités souveraines. Puis, positionnez-vous dans le marché pas comme un fournisseur qui peut être interchangé, qui est interchangeable en tant que tel, mais comme un acteur clé d'une capacité souveraine. Puis là, selon moi, ce positionnement-là, ça va être très important. Puis ce qui est clair, comme tu as mentionné au début du balado, c'est que c'est pas un sprint de quelques mois. Là. On ne parle pas d'une situation où d'ici la prochaine élection, on parle de défense, puis prochaine élection, on n'en parlera plus. Moi, je vois ça comme étant un marathon stratégique. Fait que ça va prendre de la patience. Ça va prendre, oui, beaucoup de patience, beaucoup de délais par rapport à obtenir les accréditations et ainsi de suite. C'est vraiment un marathon stratégique. Je pense que nos PME s'engagent et puis on en a pour 10 ans en tant que tel là-dedans. Puis on rentre dans une ère, j'ai parlé de mobilisation, on rentre dans une ère où la défense, c'est plus seulement l'affaire des militaires, c'est les affaires ou des ministères, c'est l'affaire de société en tant que telle. Donc, c'est tous les ingénieurs, les développeurs, les manufacturiers, les entrepreneurs, les investisseurs. Puis tout ça dans un but de faire le Canada, rendre le Canada plus fiable, puis plus fort au bout de la ligne. Pour ça, on a besoin d'une base industrielle et technologique de défense qui est robuste, qui est innovante, puis qui est ancrée ici même au Canada. Écoute, Simon, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que dans toute cette affaire-là, on réalise, moi et toi, l'étendue de ce qui se passe, puis c'est impressionnant. Puis on n'a même pas parlé de ça, c'est au Canada, là. Mais ce qui se passe en Europe, c'est semblable. Puis c'est un marché qui est 10 fois plus gros. C'est un marché qui est ouvert au Canada avec ce que M. Carney a négocié là, pour être considéré comme un pays utilitairement là, européen, là, en fait, de marché de défense. Puis ça, ben, ça va être le sujet d'un prochain balado, là, mais pour l'industrie, pour les PME, là, c'est un très gros marché avec un paquet de pays qui s'en vont à peu près dans le même sens, là, qui essayent de diversifier leur industrie, et acheter moins américain puis acheter ailleurs. Fait que pour l'industrie, c'est gros. Écoute, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Je sais que votre entreprise là, est impliquée avec des PME. J'imagine que toi, on pourrait laisser ton adresse email, là, mettre ça à l'écran. S'il y a des industries qui sont intéressées à peut-être être accompagnées par vos services, toi et tes comparses, c'est correct avec toi? Oui, parfait. Puis écoutez, l'entreprise, on est 6 partenaires principaux. J'ai aussi une autre dizaine de curriculum vitae d'anciens militaires qui veulent joindre l'équipe, joindre la mobilisation, si on peut l'appeler ainsi. Puis j'ai quand même une belle diversité, là. Je me suis entouré d'un ingénieur en aérospatial, un ingénieur maritime, un gars des forces spéciales qui a travaillé à l'OTAN, qui était le représentant militaire du Canada. Et j'ai aussi un ingénieur électrique et mécanique du côté terrestre qui gérait la flotte de véhicules chenillés. Vraiment une belle diversité. Et puis quand que j'ai pas l'expertise en même mon réseau,
le réseau est tellement solide du côté des anciens militaires puis le ministère de la Défense nationale qu'il y a moyen de trouver la personne qui a cette connaissance pointue-là pour les intégrer puis accompagner les PME. Fait qu'il n'y a aucun problème pour me rejoindre. En fait, LinkedIn, c'est aussi un bon moyen pour me rejoindre. La plupart des contacts se font via LinkedIn. Ça va nous faire plaisir d'accompagner. Mais juste pour revenir sur ce que tu as dit, là, c'est le marché canadien de la défense, honnêtement, il est quand même relativement petit si on se compare à nos alliés américains. Mais c'est justement le potentiel d'export qui est énorme, que ce soit en Europe, que ce soit dans l'Indo-Pacifique. On parle de la Corée du Sud, on parle du Japon. On a toutes sortes de partenariats présentement qui ouvrent des opportunités énormes point de vue exportation. Puis je pense que c'est là la valeur ajoutée. Puis la rigueur qu'on met dans la conformité sécuritaire, la conformité cyber et ainsi de suite, c'est ce qui va nous permettre de nous positionner comme un producteur ou une industrie de défense crédible au niveau international. Fait que je pense que c'est un peu un mal nécessaire de demander à nos PME d'atteindre la conformité aux marchandises contrôlées, cyber, ainsi de suite. Mais quand on va arriver au modèle export, les gens vont avoir la confiance. Puis je pense que c'est un de nos atouts au Canada. Les gens ont confiance en nous. Et puis, ça va devenir un levier très important pour l'exportation. Simon, merci pour ton expertise. Merci pour les minutes ici avec moi. Là. Fascinant. Merci pour l'opportunité. Puis bonne chance avec les prochains balados. Je vais les suivre avec attention. Les bureaux régionaux du service des délégués commerciaux sont vos conseillers de confiance au Canada pour vous accompagner dans le développement de vos affaires à l'international. Les bureaux régionaux offrent 4 services principaux. Ils aident les entreprises à se préparer aux marchés mondiaux, trouver des débouchés internationaux, trouver des contacts d'affaires et de confiance et résoudre des problèmes à l'étranger. Je travaille avec les entreprises pour comprendre leurs besoins, leurs capacités, leurs stratégies en matière de développement des affaires à l'international. J'offre des services personnalisés et adaptés pour aider les entreprises dans leurs objectifs en fonction des besoins identifiés. Donc, à ce niveau-là, ce que je vais faire souvent, c'est orienter le client vers les marchés où on voit le plus d'opportunités de qualité et aussi où est-ce qu'on voit un environnement d'affaires qui est plus propice pour le produit ou le service qui est offert. Affaires avec le monde, communiquer avec le service des délégués commerciaux aujourd'hui. Hi, I'm Joanna Davies. And I'm Colin Cook, and we are the co-founders and managing directors of Polaris Advantage. Between us, we bring decades of experience across the Canadian defence, marine, and shipbuilding sectors. As trusted advisors, we've built long-standing relationships and a strong track record of delivering results across this ecosystem. We started Polaris Advantage because we saw a significant gap. Canada needs more Canadian companies from the Royal Canadian Navy and Canadian Coast Guard sustainment ecosystems now and into the future. We help businesses enter and grow in defense, marine, and public safety, supporting both the path and the trajectory into successful futures. And the landscape is changing quickly. With Buy Canadian policies, the Defence Investment Agency, the recently promulgated Defence Industrial Strategy, and shifting global dynamics, it's a much more complex landscape. We work closely with industry and government stakeholders, taking a Team Canada approach to connect the right people with the right opportunities. With a national network and deep expertise in growth, government contracting, and procurement, we help accelerate your path and trajectory and ensure you are guided and directed by experts. And the time is now. If you'd like to hear more about what Polaris Advantage is doing and our team of experts across the country, please check us out at polarisadvantage.ca. Thank you.